Il y a des sagas qui se construisent comme des espèces de jeux assez ludiques avec le spectateur. En soi, une œuvre de cinéma est un jeu, une forme de jeu plus ou moins divertissante, plus ou moins palpitante, plus ou moins pervers aussi avec le spectateur, certains auteurs aimant simplement prendre une base entraînante pour construire un instant de cinéma qui se vit dans l'instant et qui se contente presque simplement d'avancer avec une forme de délire et de jubilation qui emporte avec elle ce spectateur. Des auteurs maîtrisent cela. D'autres se contentent un peu de se laisser balader par cette idée. Et parfois, cela peut donner lieu à de véritables et géniales propositions à mi-chemin entre les genres, entre les idées, entre les envies de cinéaste et de divertissement, qui prouvent qu'un auteur peut littéralement aller loin avec une idée et faire en sorte que cela sonne comme assez jouissif pour faire en sorte que l'on ait envie de voir cela encore et encore et encore et encore, jusqu'à plus soif. Le propre exactement de la saga en question ici. Une saga qui s'est construite entièrement sur cette idée que l'on peut s'amuser de la mort et que l'on peut construire un véritable délire à base de montagnes russes, parfois littéralement émotionnelles, dans lesquelles on embarque les deux pieds joints pour accepter un délire tout simplement régressif, mais également très fun et entraînant, pouvant aller loin, mais souvent pour le meilleur. La saga Destination Finale est un exemple parfait de délire qui est allé trop loin certainement, mais qui a su se maintenir pour faire en sorte que ce qui n'aurait pu sonner que comme un bon premier film devienne un peu plus au fil du temps, donnant lieu à toute une série de longs métrages assez jubilatoires, pas toujours parfaits dans leur construction de la violence, mais sonnant comme assez délirants et assez excessifs dans leur violence et leur humour sadique pour donner lieu à des véritables péripéties vraiment amusantes et un ensemble de longs métrages clairement déséquilibrés, mais aussi fun que décérébrés. Plongeons donc avec la mort dans une saga qui clairement s'amuse de cette idée. C'est dans le tout début des années 2000 que naît cette idée assez intrigante sur le papier de faire en sorte qu'un personnage soit le début d'une anomalie lui permettant de survivre à une mort certaine par une vision issue d'une faille. Clairement une idée amusante, développée par Wong, Reddick et Morgan, qui donnera lieu à un premier volet mis en scène par James Wong lui-même et qui sera le début d'une longue aventure. Le premier volet de cette saga est un délire comme on les aime dans cette période du cinéma d'épouvante et d'horreur américain, avec une bonne idée à la base, une mise en scène qui sait comment construire et divertir le spectateur avec une tension horrifique basée sur cette idée amusante donc, mais cherchant aussi à jouer avec les personnages, et même si clairement le long métrage possède une vibe un peu datée avec son côté garbage rock dans sa bande originale et le style de ses protagonistes un peu caricaturaux, le délire est totalement assumé là, et franchement, cela donne lieu à une pure perle de divertissement et de frissons, et dans son genre, ça fonctionne super bien. C'est un premier film particulièrement divertissant et surtout très fun à regarder. 3 ans plus tard, un deuxième volet voit le jour, développé par le cascadeur à la base de l'action et des frissons du premier métrage, donnant lieu à une aventure cherchant à continuer l'exploration des personnages du premier, tout en posant également une nouvelle base de protagonistes pour une œuvre cherchant tout aussi bien à être un vrai bon divertissement d'horreur encore une fois, qu'un nouveau jeu un peu pervers avec les personnages. David R. Ellis construit une œuvre divertissante, un moment d'humour et d'action vraiment bien senti, qui ne se contente pas simplement de faire office de bonne suite, mais qui parvient même à être au même niveau que le premier, voire même pour certains comme le meilleur volet de la franchise, avec sa scène de carambolage sur l'autoroute tout simplement culte, et son jeu avec l'une des protagonistes centrales du premier, offrant un instant d'horreur, d'épouvante et même de rire qui fonctionne extrêmement bien et qui s'avère être une suite de haut volet par rapport au genre convoqué. Un pur plaisir qui a donné toute une nouvelle dimension à la saga. Et ainsi, 3 ans plus tard à nouveau, James Wong revient aux commandes de sa saga pour nous offrir ce qui deviendra la base même de la licence, soit simplement une forme d'immense montagne russe de fun gore et décomplexé, le temps d'un moment de cinéma qui ne sonnera pas comme surprenant, mais qui affirmera de la part du metteur en scène américain une envie de vouloir simplement divertir le spectateur. Ce troisième volet n'est pas subtil, pas vraiment à la hauteur des 2 précédents métrages, clairement, mais souhaite au moins s'exprimer sur un niveau de lecture simple, un niveau dans lequel le spectateur se plonge de façon radicale, comme une envie de s'amuser, de se laisser aller et de se sentir emporté dans un torrent d'action et de fun pur. Et dans cette case simple et pour le moins anecdotique sur de nombreux aspects, Wong réussit son pari et offre un vrai et pur plaisir gore et divertissant qui résonne comme l'envie, plus que la créativité, d'un cinéaste qui veut nous faire prendre notre pied en revenant à une essence plus radicale, plus bête, mais plus cool aussi. C'est pas très intelligent, mais ça marche extrêmement bien. Et malheureusement, 3 ans plus tard, on sent que la saga commence déjà à perdre un peu de son panache, car en reprenant le flambeau de Wong pour la 2e fois, David R. Ellis va malheureusement toucher du bout du doigt le manque de profondeur de cette formule plus simple et plus radicale, ne cherchant plus à développer les personnages, mais simplement à divertir le spectateur.
Le cinéaste américain construit et développe ici un moment de cinéma beaucoup trop bête et pas assez fun pour réussir à sonner comme divertissant, donnant lieu à une œuvre trop longue alors qu'il s'agit du volet le plus court, mais surtout construisant une forme de gore presque édulcorée qui fait que l'on perd de la force et de la forme à ce qui faisait l'essence même de la saga, le tout se reposant sur une galerie de protagonistes beaucoup trop appuyés comme des clichés pour parvenir à toucher ou au moins impacter un minimum le spectateur, faisant de ce tout un ensemble décevant, mais surtout démontrant aussi que ce n'est pas qu'en cherchant à faire de belles cascades que l'on réussit à donner lieu à une œuvre équilibrée. Malgré lui, le cinéaste va un peu commencer à enterrer la saga. Et c'est à peine 2 ans plus tard qu'un nouveau venu décide de redonner vie une dernière fois, avant un bon petit moment, à cette saga déjantée en offrant un film qui décidait à l'époque de surfer sur la vague de la 3D pour essayer de donner une dimension nouvelle à un volet qui allait sonner comme une conclusion bien fun à la saga, sans forcément réussir à se mettre au même niveau que le premier ou le deuxième film. Stephen Quayle, superviseur des effets spéciaux et futur réalisateur de films beaucoup plus bancal, nous offre ici un moment d'action, de frissons et de divertissement qui est un pur plaisir fun et décomplexé, qui rejoint par beaucoup d'aspects le troisième film et qui cherche aussi avec un premier degré assumé à jouer avec une 3D qui en fait des caisses, certes, mais qui donne une dimension encore plus assumée à cet ensemble bien fumé, comme son réalisateur d'ailleurs, avec une ouverture sur un pont qui part en lambeaux et qui donne lieu à l'un des moments de frisson et d'action les plus mémorables de la saga, à l'image de cette autoroute du deuxième film, prouvant que parfois, une bonne inspiration peut servir de base à un projet de cinéma qui ne vole pas forcément haut, mais qui tient tout de même la route, et même si ce n'est pas brillant, c'est clairement divertissant. Quayle fait du coup en sorte que la saga parte avec panache, et surtout avec une bonne dose de rire. Bon là pour le coup, on n'est pas forcément sur une saga avec une grande profondeur ou même simplement ampleur dramatique, on est plus sur un plaisir évident de création à mi-chemin entre du fun pur et du divertissement horrifique un poil poussif mais clairement jouissif lorsque cela est bien fait bien sûr. James Wong propose un premier et un troisième volet particulièrement efficaces, avec chacun 2 ambitions assez éloignées, mais qui se complètent à merveille lorsque l'on remet la saga en perspective. Là où Ellis oppose 2 visions diamétralement opposées et qui ne trouvent pas forcément un terrain d'entente, prouvant simplement que, dirigé par un autre auteur, il maîtrise son projet, mais en roue libre, se perd complètement. Et Quayle, quant à lui, parvient à prendre le tout en main pour faire en sorte que le spectateur s'éclate et prenne son pied devant une œuvre clairement simpliste, mais qui ne perd pas de vue la base de ce genre de projet, faire en sorte que le spectateur s'amuse. Et c'est là que l'on trouve la synthèse même de ce projet de cinéma. Destination finale premier du nom est la parfaite démonstration d'un film faisant le pont entre le genre des années 90 et celui du début des années 2000, Wong s'emparant à merveille de l'idée et emmenant cela à la perfection. Ellis fait du deuxième volet une parfaite suite au premier, reprenant les personnages mais proposant une direction plus fun et surtout plus équilibrée dans son action et son frisson, donnant lieu à une des suites les plus cool de ce genre. En reprenant les commandes avec le 3, Wong choisit de péter une petite durite et de s'envoler vers du fun pur, sans gêne ni retenue, prouvant ainsi son envie de divertir avant tout le spectateur plutôt que de l'emporter dans une narration trop poussée ou ridicule. Avec le quatrième, Ellis ne parviendra pas à retransformer l'essai comme avec le deuxième, offrant une œuvre juste bête et méchante, sans la moindre perspective de fun, simplement une belle scène d'ouverture et quelques fulgurances dans les morts des personnages. Et dans le cinquième film, Quayle offrira un chant du cygne plutôt convaincant, retrouvant l'esprit du troisième volet, cherchant à amener juste la perspective nécessaire au personnage en donnant lieu à une œuvre divertissante, fun et rien de plus, ce qui est salvateur pour cette franchise. Et ainsi, près de 14 ans après le dernier métrage, la saga renaît de ses cendres. Franchement, difficile de se dire que celle-ci avait de nouveaux jours devant elle, mais pourtant, initiée par un John Watts avec l'envie et la passion de cet univers, voici que s'offre à nous ce destination finale Bloodlines, avec le même concept que d'habitude, mais avec une idée qui pourrait donner lieu à un divertissement entraînant, à condition que les auteurs aux commandes ne se prennent pas trop au sérieux. Lipovski et Stein ont devant eux un boulevard de fun, gore et délirant. Mais encore faut-il qu'ils acceptent l'idée que ce n'est pas le sérieux qui doit conduire cette saga, comme on a pu le voir avant, parce qu'au vu de l'époque d'horreur et de gore dans laquelle nous sommes, le risque serait de tomber dans le premier degré, ou de tomber dans la vanne qui devient trop second degré pour réussir à être amusante. On verra si les jeunes cinéastes trouveront le panache de faire décoller ce projet intrigant, mais qui arrive certainement avec quelques années de retard. À voir si c'était clairement utile de proposer un tel revival.